Dans le crépuscule d'une ère révolue, alors que l'Europe tressait encore ses destinées à l'aune des alliances matrimoniales et des haines séculaires, le château de Skanderborg se dressait, sentinelle de pierre et de briques rouges, au bord d'un lac miroitant sous le ciel changeant du Jutland. C'est entre ces murs séculaires, imprégnés de l'odeur du bois ciré et de l'humidité des douves, que la vie d'Anne de Danemark commença, un jour d'automne de l'an de grâce 1574. Le vent du nord, déjà porteur des prémices de l'hiver, soufflait sur les toits pentus, mais à l'intérieur, dans les appartements royaux tapissés de riches brocarts, une chaleur douce émanait des vastes cheminées, tentant de conjurer le froid extérieur. La naissance d'une princesse était toujours un événement, même dans ce royaume nordique, souvent perçu comme lointain par les grandes puissances du Sud. Anne, troisième enfant de Frédéric II, le roi énergique et ambitieux, et de Sophie de Mecklembourg-Güstrow, une reine jeune et d'une intelligence rare, vint au monde dans une atmosphère de solennité et d'attente. Les sages-femmes, vêtues de leurs robes sombres, s'affairaient autour du lit à baldaquin où Sophie, épuisée mais sereine, avait donné naissance à cette nouvelle fleur de la dynastie Oldenbourg. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les lourdes tentures, peignant le sol de dalles de pierre d'une lumière pâle et incertaine, tandis que le premier cri du nourrisson résonnait, fragile et puissant à la fois, annonçant une vie qui serait tout sauf ordinaire. Son enfance fut celle d'une princesse danoise, bercée par la rigueur luthérienne qui imprégnait chaque recoin de la cour. Les jours s'étiraient entre les leçons de latin et de français, l'étude des écritures, la musique et l'art de la broderie, enseignés par des dames d'honneur aux doigts agiles. Le château de Skanderborg, avec ses tours crénelées et ses jardins ordonnés, était son monde. Elle y arpentait les galeries, ses petits pas résonnant sur les parquets lustrés, observant les portraits ancestraux, ses visages sévères et impassibles qui semblaient veiller sur elle. Elle était une enfant curieuse, son regard bleu acier scrutant le monde avec une intensité qui démentait sa jeunesse. Elle posait des questions, absorbait les connaissances, et montrait déjà une vivacité d'esprit qui plaisait à sa mère. Sophie de Mecklembourg-Güstrow était une figure centrale dans la vie de la jeune Anne. Non seulement elle était la mère de 6 enfants, mais elle était également une femme d'État avisée, gérant avec une main de fer et un esprit aiguisé les vastes domaines royaux, faisant prospérer les terres, les mines et les manufactures. Anne, silencieusement, observait cette force tranquille, cette capacité à jongler entre les devoirs maternels et les responsabilités du pouvoir. Elle voyait sa mère négocier avec les marchands, superviser les comptes, et parfois même arbitrer des querelles entre nobles. C'était une leçon de royauté vivante, bien plus éloquente que tous les traités de gouvernement. L'isolement doré de Skanderborg n'était pas un vide, mais une préparation minutieuse, bien que la jeune princesse n'en comprît pas encore toute la portée. Elle sentait, sans pouvoir le nommer, le poids de son héritage, le devoir dynastique qui la lierait un jour à un destin plus grand que les murs de son château. La cour danoise, sous Frédéric II, était un foyer d'intellect et de culture, bien que marqué par la piété luthérienne. Les savants et les artistes étaient les bienvenus, et les discussions théologiques se mêlaient aux récits d'exploration et aux découvertes scientifiques. Anne grandit dans cette atmosphère stimulante, où les livres étaient chéris et le savoir respecté. Elle y développa un goût prononcé pour l'art, la musique et les lettres, des passions qui la suivraient toute sa vie. La dynastie Oldenbourg, bien assise sur le trône danois, régnait sur un royaume puissant, dont la flotte contrôlait les détroits stratégiques de la Baltique et de la mer du Nord, faisant du Danemark un acteur incontournable de la politique européenne. Anne, en tant que fille de ce royaume, était consciente de la valeur de son sang, de la puissance qu'il représentait, même si l'insouciance relative de l'enfance voilait encore les dures réalités des alliances politiques. 15 années s'écoulèrent, et la silhouette gracile de la princesse Anne s'était épanouie. Elle était devenue une jeune femme aux cheveux d'un blond cendreux, aux yeux vifs et au maintien princier. L'année 1589 marqua un tournant décisif. Les négociations matrimoniales, souvent longues et tortueuses pour les maisons royales, avaient atteint leur paroxysme. L'Écosse, un royaume lointain et turbulent, cherchait une alliance avec le Danemark, et la main d'Anne était la monnaie d'échange la plus précieuse. Le roi Jacques VI d'Écosse, jeune monarque érudit mais encore sans épouse, avait besoin d'une reine pour assurer sa lignée et renforcer sa position face aux intrigues incessantes de sa noblesse. Les ambassadeurs danois et écossais firent la navette entre Copenhague et Édimbourg, leurs parchemins scellés de cire rouge transportant les clauses d'un contrat qui allait lier 2 nations et 2 destins. Les enjeux étaient immenses, religieux, avec le luthéranisme danois face au presbytérianisme écossais, et politique, avec la nécessité de consolider un front protestant face aux puissances catholiques. Anne, bien que n'étant pas directement impliquée dans les pourparlers, ressentait la tension, la pression des attentes. Elle était la princesse, l'instrument de la politique. Une appréhension grandissait en elle, mêlée à une détermination silencieuse à remplir son rôle. Elle savait que sa vie, telle qu'elle l'avait connue, était sur le point de basculer. Le départ fut fixé pour l'automne. Une flotte imposante fut assemblée, des navires robustes et fiers, prêts à affronter les eaux tumultueuses de la mer du Nord. Anne, vêtue de riche soie, le cœur battant,
fit ses adieux à sa famille, à sa mère qui lui donna des conseils empreints de sagesse et de pragmatisme, et à son père qui la serra dans ses bras avec une gravité inhabituelle. Le quai résonnait des cris des marins, du claquement des voiles et du grincement des cordages. Elle monta à bord du navire amiral, et le Danemark commença à s'éloigner, se réduisant à une ligne sombre à l'horizon. Le voyage, qui devait être une traversée rapide, se transforma en une odyssée cauchemardesque. La mer du Nord, souvent capricieuse en cette saison, se déchaîna avec une fureur inattendue. Des tempêtes violentes s'abattirent sur la flotte royale, transformant les navires en jouets ballottés par des vagues gigantesques. Le vent hurlait dans les mâts, les voiles se déchiraient, et le bois des coques gémissait sous l'assaut des éléments. Anne, cloîtrée dans sa cabine, souffrait du mal de mer, mais surtout d'une anxiété grandissante. Les jours se succédaient, marqués par la peur, les prières et l'incertitude. Le destin semblait s'acharner, refusant de la livrer à son nouveau royaume. Les navires furent dispersés, certains endommagés, contraints de chercher refuge dans les fjords norvégiens, loin de leur destination écossaise. Bloqués en Norvège, le moral des troupes et de la princesse était au plus bas. Les nouvelles de la flotte parvinrent à Jacques VI, qui, dans un élan de romantisme inattendu et d'une audace rarement vue chez un monarque, prit une décision qui allait marquer les esprits. Il arma un petit navire et, bravant les dangers de la mer, se rendit lui-même en Norvège, déterminé à retrouver sa future reine. C'était un geste chevaleresque, une marque d'initiative qui surprit Anne et émut la cour. Il débarqua à Oslo, petite ville portuaire, et se présenta devant elle, non pas comme un roi distant, mais comme un homme venu chercher son épouse. Ce fut une rencontre empreinte d'étonnement et d'un espoir nouveau. L'image de ce roi chevalier, bravant les éléments pour elle, sema dans le cœur de la jeune princesse la graine d'une affection naissante. Le mariage fut célébré à Oslo, le 23 novembre 1589, dans l'intimité d'une petite église, loin du faste des cours, mais non moins solennel. C'était le début d'une nouvelle vie, une aventure qu'elle n'aurait jamais imaginée. L'année 1590 vit Anne de Danemark, désormais reine d'Écosse, faire son entrée triomphale mais difficile dans son nouveau royaume. Après la cérémonie intime d'Oslo, un second mariage, plus grandiose, était nécessaire pour marquer publiquement l'union et le couronnement de la nouvelle reine. La traversée de retour fut moins tumultueuse que l'aller, mais l'appréhension d'Anne n'en était pas moins palpable. Elle avait épousé un homme qu'elle connaissait à peine, et elle s'apprêtait à régner sur un pays dont elle ignorait tout, si ce n'est sa réputation d'austérité. L'arrivée en Écosse fut un choc. Édimbourg, avec ses rues étroites et sombres, ses maisons de pierre grise et ses fortifications imposantes, contrastait violemment avec les villes plus lumineuses et ordonnées du Danemark. L'air y était plus froid, plus âpre, et les visages des gens, bien que curieux, semblaient marqués par une gravité que la jeune reine ne comprenait pas encore. Le vent, chargé de l'odeur de la tourbe et de la mer, balayait la ville, portant avec lui les murmures d'une foi puritaine, omniprésente et exigeante. Le couronnement, célébré à l'abbaye de Holyrood, fut une cérémonie d'une solennité écrasante, mais dénuée du faste et de la légèreté auquel Anne était habituée. Les pasteurs de la Kirk, austères et vêtus de noir, dominaient l'assemblée, leurs sermons longs et moralisateurs remplaçant la musique et les chants joyeux des cours continentales. Anne, drapée dans ses robes de sacre, sentait le poids de la couronne sur sa tête, moins comme un symbole de gloire que comme un fardeau. Elle était la reine, mais dans ce royaume, elle sentait déjà les chaînes de la contrainte religieuse et culturelle. Les regards des nobles écossais, souvent méfiants, pesaient sur elle, analysant chaque geste, chaque expression de son visage. Les premiers mois furent une épreuve. L'Écosse était un royaume rude, loin de la sophistication et de la richesse culturelle de la cour danoise. Les arts étaient négligés, la musique et le théâtre considérés avec suspicion par les prédicateurs presbytériens qui dénonçaient le luxe et les divertissements comme des péchés. Anne, habituée aux masques somptueux, aux concerts et aux ballets, se retrouva dans un environnement où la simplicité, voire la rudesse, était érigée en vertu. Les manoirs étaient froids, les repas frugaux, et les conversations souvent centrées sur la théologie et la politique. Elle se sentait isolée, étrangère dans son propre palais. Son français, sa langue de cour, n'était pas toujours compris, et son danois était inutile. Elle luttait pour apprendre l'anglais et le scots, mais les barrières culturelles étaient plus difficiles à franchir que celles de la langue. Une frustration grandissait en elle, un désir ardent d'affirmer sa propre identité, ses propres goûts, malgré les contraintes écossaises. Elle tentait de réintroduire un peu de couleur, de musique, de joie dans les appartements royaux, mais se heurtait souvent à la méfiance et à la résistance. Le mariage, qui avait commencé sur une note romantique à Oslo, devint rapidement une alliance de raison, lestée par les attentes divergentes et les chocs culturels. Les années qui suivirent, de 1593 à 1602, furent marquées par une série d'événements qui forgèrent la reine Anne d'Écosse. Le plus important fut sans doute la naissance de ses enfants, qui allaient assurer la lignée royale et ancrer sa position. En 1594, elle donna naissance à son premier fils, Henri Frédéric, prince d'Écosse, un héritier robuste et prometteur. La joie fut immense, un soulagement pour le royaume et pour le couple royal.
Puis vinrent Élisabeth, en 1596, et Charles, en 1600, ainsi que d'autres enfants qui ne survécurent pas à la petite enfance. Chaque naissance était un rappel de son devoir, un lien indéfectible à ce royaume étranger. Anne était une mère profondément affectueuse, et ses enfants devinrent le centre de son univers, une source de réconfort et de joie dans un environnement souvent hostile. Pourtant, malgré la joie de la maternité, ses relations avec Jacques VI devinrent de plus en plus tendues. Le roi, intellectuel et souvent absorbé par ses études théologiques et ses favoris masculins, ne partageait pas toujours les passions de sa reine. Des divergences religieuses profondes commencèrent à émerger. Anne, élevée dans le luthéranisme, mais fascinée par la pompe et le mystère du catholicisme, entama une conversion secrète. Ce fut un acte de défi silencieux, une affirmation de sa propre spiritualité face au presbytérianisme austère de l'Écosse et à l'anglicanisme naissant de son époux. Ce secret, lourd et dangereux, créa une distance supplémentaire entre elle et Jacques, qui, bien que tolérant, n'aurait jamais pu accepter publiquement une reine catholique. Son désir d'influence politique était également une source de friction. Anne, forte de l'exemple de sa mère, ne se contentait pas d'être une reine potiche. Elle cherchait à jouer un rôle, à protéger ses intérêts et ceux de ses enfants. Elle s'immisçait dans les affaires de la cour, tentait d'intercéder en faveur de certains nobles, et cherchait à placer ses propres fidèles. Ces tentatives étaient souvent perçues par Jacques comme des empiètements sur son autorité, et par la noblesse écossaise comme de l'ingérence étrangère. Malgré les contraintes financières et l'opposition des puritains, Anne s'efforçait de créer une cour plus raffinée et artistique. Elle commandait des bijoux, des robes somptueuses, et tentait d'organiser des divertissements qui rappelaient la splendeur danoise. Elle encourageait la musique et tentait d'introduire des éléments de théâtre et de poésie. C'était une quête d'autonomie, une manière de se forger un espace personnel dans un royaume qui ne lui offrait que peu de liberté. Sa résilience était remarquable, sa capacité à persévérer malgré l'incompréhension et la résistance, le signe d'une ambition silencieuse, d'une détermination à ne pas se laisser éteindre. Elle devint une figure complexe, une reine qui, sous une apparence parfois frivole, cachait une intelligence aiguë et une volonté de faire. Puis vint l'année 1603, une année qui allait changer le cours de l'histoire britannique et la vie d'Anne de Danemark de manière irréversible. La nouvelle, longuement attendue mais toujours saisissante, traversa la mer du Nord comme un coup de tonnerre. La reine Élisabeth Ier d'Angleterre était morte. La reine vierge, qui avait régné pendant 45 ans, s'était éteinte sans héritier direct. Selon les lois de succession, la couronne d'Angleterre revenait à son plus proche parent protestant, Jacques VI d'Écosse, arrière-petit-fils d'Henri VII. L'annonce fut accueillie en Angleterre par une euphorie nationale, un soulagement après l'incertitude de la succession. En Écosse, la nouvelle fut d'abord reçue avec une solennité mêlée d'anticipation. Pour Jacques, c'était l'accomplissement d'une ambition longtemps chérie, la réalisation de son destin en tant que souverain de l'île de Grande-Bretagne. Il devint Jacques Ier d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, unifiant sous une même couronne des royaumes aux histoires et aux cultures profondément différentes. Pour Anne, ce fut un moment de joie et d'excitation. Enfin, elle allait échapper à l'austérité de l'Écosse, à la surveillance constante de la Kirk, et aux contraintes d'une cour provinciale. Londres, la capitale du monde, l'attendait. Elle entrevoyait la possibilité d'une plus grande liberté, d'une influence accrue, d'un espace pour ses goûts artistiques et culturels. Le déménagement de la famille royale d'Édimbourg à Londres fut une procession majestueuse, un symbole de ce nouveau chapitre. Des milliers de sujets se pressaient sur les routes pour apercevoir leur nouveau roi et leur nouvelle reine, acclamant leur passage. L'arrivée à Londres fut un véritable éblouissement. La ville était un creuset de richesse, de diversité et de faste. Les palais étaient plus grands, les jardins plus luxuriants, les rues plus animées. La cour anglaise, sous les Tudors, avait toujours été un centre de splendeur et d'intrigue, et Anne était prête à en prendre sa place. Elle vit dans ce nouveau rôle une opportunité unique de s'épanouir, de laisser une marque durable sur la culture et la politique de son temps. Son couronnement en tant que reine d'Angleterre, célébré à l'abbaye de Westminster, fut un événement d'une magnificence inégalée, éclipsant de loin la cérémonie écossaise. Les robes étaient plus riches, les musiques plus grandioses, les rituels plus anciens et plus chargés de symbolisme. Anne, au centre de toutes les attentions, se sentait enfin à sa place. Elle était la reine d'une nation puissante, l'épouse d'un roi dont le pouvoir s'étendait désormais sur une grande partie de l'Europe. L'espoir d'une vie nouvelle, plus libre et plus influente, l'emplit. Elle était déterminée à embrasser ce nouveau rôle avec toute l'énergie et l'intelligence qu'elle avait cultivée depuis son enfance à Skanderborg. Le passé écossais, avec ses frustrations et ses contraintes, semblait s'éloigner, laissant place à un avenir prometteur, riche de possibilités. Elle était Anne, reine d'Angleterre, et l'histoire commençait à peine. Londres, l'année de grâce 1604, se déployait devant Anne comme une tapisserie chatoyante, riche de promesses et de défis. L'austérité écossaise n'était plus qu'un lointain souvenir, une ombre estompée par la lumière éclatante de la cour anglaise. Elle s'établit avec une détermination nouvelle dans les palais somptueux, à Whitehall, puis à Hampton Court, où l'air semblait vibrer d'une énergie créatrice.
Anne, enfin libérée des contraintes puritaines, embrassa son rôle de reine avec une ferveur que beaucoup de ses détracteurs, aveuglés par des préjugés tenaces, ne surent jamais reconnaître. Elle n'était pas une simple figure décorative, elle était une force motrice, un catalyseur pour l'épanouissement artistique et culturel. Les galeries de Whitehall, autrefois silencieuses et empreintes de la gravité élisabéthaine, résonnaient désormais des rires cristallins, des mélodies des luttes et des conversations animées. Anne, avec son goût inné pour la beauté et son éducation danoise raffinée, devint la patronne incontestée des arts. Elle commandait des œuvres aux peintres les plus talentueux, ses appartements se transformant en de véritables musées où les couleurs riches des toiles rivalisaient avec l'éclat des tapisseries flamandes. Les artisans les plus fins d'Europe étaient sollicités pour créer des bijoux exquis, des meubles ornés et des étoffes somptueuses qui transformaient chaque salle en un écrin. Mais c'est dans le domaine du théâtre et des masques que son influence fut la plus éclatante. Ses spectacles allégoriques, mélange d'opéra, de ballet, de poésie et de costumes extravagants, devinrent l'expression par excellence de l'esthétisme jacobéen. Anne non seulement les finançait généreusement, mais elle y participait elle-même, endossant des rôles de divinité mythologique ou de reine antique, ses cheveux blonds parsemés de perles, son corps drapé de soies irisées. Ben Jonson, le dramaturge le plus en vue de son temps, et Inigo Jones, l'architecte et scénographe visionnaire, trouvèrent en elle une mécène éclairée, capable d'apprécier la complexité de leur création. Les décors ingénieux de Jones, avec leurs machines volantes et leurs illusions d'optique, transportaient la cour dans des mondes enchantés, loin des réalités politiques souvent rudes. Anne y trouvait une échappatoire, un moyen d'exprimer une facette de sa personnalité que l'Écosse avait étouffée. Elle observait les visages ébahis des courtisans, leurs yeux reflétant les lumières vacillantes des chandelles et la splendeur des costumes, et elle ressentait une satisfaction profonde. C'était sa marque, son héritage, une contribution à la grandeur de l'Angleterre. La mode, elle aussi, portait son empreinte. Anne était une figure d'élégance, ses robes audacieuses et ses coiffures élaborées lançant des tendances que toute la cour s'empressait d'imiter. Elle aimait le luxe, la nouveauté, et sa garde-robe était un testament de son statut et de son goût impeccable. Elle savait que l'apparat était une forme de pouvoir, un langage silencieux qui affirmait sa souveraineté. Pourtant, derrière ce faste et cette effervescence culturelle, une ombre commençait à s'étirer. Sa santé, déjà fragile depuis des années, devenait un sujet de préoccupation. Des périodes de malaise, des fièvres inexpliquées, des douleurs lancinantes venaient ponctuer ses journées, la forçant à se retirer du tourbillon de la cour. Les médecins royaux, vêtus de leurs robes sombres et armés de leurs potions amères, se succédaient à son chevet, leurs diagnostics souvent vagues et leurs remèdes peu efficaces. Anne, malgré sa volonté de faire, sentait son corps la trahir. Cette anxiété sourde, cette conscience de sa propre vulnérabilité, contrastait fortement avec la joie qu'elle tirait de son influence culturelle. Elle avait soif de laisser une marque durable, de s'assurer une place dans l'histoire, mais la fragilité de sa condition physique rappelait la précarité de toute existence. Elle redoublait d'efforts pour consolider son réseau d'influence, s'entourant de dames d'honneur loyales et de courtisans ambitieux qui comprenaient l'importance de son patronage. Elle savait que le pouvoir était fugace, et qu'il fallait le saisir tant que le corps le permettait. Les années 1608 à 1611 furent témoins d'un phénomène familier à la cour des Stuarts, l'ascension fulgurante d'un nouveau favori. Jacques Ier, roi érudit mais profondément dépendant de l'affection masculine, avait jeté son dévolu sur un jeune Écossais, Robert Carr. Il était beau, charismatique, et possédait cette insolence juvénile qui plaisait tant au roi. Carr, rapidement fait vicomte Rochester, puis comte de Somerset, devint l'ombre de Jacques, son confident, son compagnon de chasse, et l'objet de ses affections les plus profondes. Leur relation, bien que platonique selon les historiens, était d'une intensité telle qu'elle excluait souvent toute autre influence, y compris celle de la reine. Anne observa cette dynamique avec un mélange de méfiance et de pragmatisme. Elle avait déjà vu cela en Écosse. Elle comprenait l'importance des favoris pour son époux, ces âmes sœurs qui remplissaient un vide que ni la théologie ni les devoirs royaux ne pouvaient combler. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'agacement face à l'influence démesurée que ces jeunes hommes exerçaient sur les décisions royales. La cour, un nid de vipères où les ambitions s'aiguisaient comme des lames, bouillonnait de jalousie. Les nobles anglais, fiers de leur ancienneté et de leur influence traditionnelle, supportaient mal l'ascension rapide de ce parvenu écossais. Les murmures circulaient dans les couloirs lambrissés, les regards obliques suivaient Carr, et la courtoisie superficielle dissimulait mal une hostilité rampante. Anne, femme intelligente et observatrice, analysait les nouvelles dynamiques de pouvoir. Elle savait que pour maintenir sa propre influence, il fallait naviguer avec prudence dans ces eaux troubles. Elle ne se montrait ni ouvertement hostile à Carr, ni excessivement amicale. Sa vigilance politique était constante. Elle écoutait les rumeurs, pesait les alliances, tentait de comprendre les forces et les faiblesses de ce nouveau venu qui captait toute l'attention de son époux. Son agacement était palpable, mais elle le dissimulait derrière un masque de dignité royale. Elle savait que l'histoire de la cour était une succession de favoris,
et que leur chute était souvent aussi spectaculaire que leur ascension. Elle attendait son heure, tentant de ne pas se laisser entraîner dans le tourbillon des intrigues qui menaçaient d'engloutir tout le monde. Elle avait ses propres réseaux, ses propres informateurs, et elle utilisait ces années pour renforcer sa position en silence, observant les jeux de pouvoir avec l'œil aiguisé d'une stratège. Alors que les intrigues de cour tissaient leur toile complexe, l'année 1612 apporta une tragédie qui ébranla la famille royale et la nation tout entière. Henri-Frédéric, le prince de Galles, le fils aîné et l'héritier tant aimé d'Anne et Jacques, mourut subitement. Il avait 18 ans, plein de promesses, populaire auprès du peuple et considéré comme l'espoir de la nation. Sa mort fut un coup dévastateur, un vide immense et inattendu. La nouvelle frappa Anne comme la foudre. Son fils, son premier-né, celui en qui elle avait placé tant d'espoir, était parti. La douleur fut inconsolable, une déchirure au plus profond de son être. Elle se retira du monde, plongée dans un deuil qui semblait infini. Les rideaux furent tirés dans ses appartements, les miroirs voilés, et les couleurs vives de ses robes remplacées par le noir le plus profond. Les pleurs de la reine résonnaient dans les couloirs, un son déchirant qui témoignait de sa vulnérabilité accrue. Henri avait été son pilier émotionnel, le lien le plus fort avec son avenir dynastique. Sa disparition remettait en question tout l'équilibre de la succession. La cour, puis la nation, furent plongés dans un deuil profond. Les cloches sonnèrent le glas dans tout le royaume, et les visages étaient marqués par le choc national. Des spéculations sur les causes de sa mort commencèrent à circuler. On parla de typhus, de fièvre, voire d'empoisonnement car à cette époque, toute mort subite d'une personne de haut rang suscitait inévitablement des soupçons. L'atmosphère était lourde de pressentiments sombres, comme si le destin s'acharnait sur la jeune dynastie Stuart. Pour Anne, la perte d'Henri était une perte de son propre avenir. Son second fils, Charles, plus réservé et moins charismatique, devint l'héritier. Elle l'aimait, bien sûr, mais la comparaison avec son frère aîné était inévitable, et le fardeau de la succession pesait désormais lourdement sur ses frêles épaules. La fatalité semblait s'être abattue sur elle, renforçant sa conscience de la fragilité de la vie et de la précarité de son propre bonheur. Elle se sentait plus seule que jamais, le chagrin creusant un abîme entre elle et le monde. Les masques, les fêtes, les arts, tout cela lui parut soudain dérisoire face à la réalité implacable de la mort. L'année 1613 apporta son lot de nouveaux scandales, ravivant les tensions à la cour déjà meurtries par le deuil. Robert Carr, désormais vicomte Rochester et toujours favori du roi, tomba éperdument amoureux de Frances Howard, comtesse d'Essex. Frances était une femme d'une beauté saisissante, mais aussi d'une ambition féroce et d'une réputation déjà sulfureuse. Elle était mariée à Robert d'Evreux, troisième comte d'Essex, mais ce mariage n'avait jamais été consommé, et elle était déterminée à s'en libérer pour épouser Carr, qu'elle voyait comme le chemin le plus sûr vers le pouvoir. Le désir de Frances d'obtenir l'annulation de son mariage devint une obsession publique, un spectacle sordide qui agita la cour et laissa transparaître les mœurs dissolues de l'élite. Pour parvenir à ses fins, elle n'hésita pas à user de méthodes extrêmes, impliquant des accusations de sorcellerie et des intrigues judiciaires complexes. Les rumeurs de sorts jetés, de charmes et de potions magiques pour empêcher la consommation du mariage d'Essex circulèrent comme une traînée de poudre. La cour, avide de scandales, se délectait de chaque nouveau rebondissement. Anne observa cette nouvelle relation controversée avec un mélange d'indignation morale et de prudence politique. Elle, qui avait toujours cherché à maintenir une certaine dignité royale et un semblant de moralité à sa cour, était consternée par l'étalage de cette liaison. Le malaise était palpable. Elle voyait dans les actions de Frances Howard une menace pour la réputation de la royauté elle-même. Les accusations de sorcellerie, en particulier, étaient dangereuses et pouvaient ternir l'image de la justice et de l'ordre. Malgré sa répulsion, Anne ne pouvait rester totalement en dehors des discussions sur l'annulation. En tant que reine, son avis, même indirect, était souvent sollicité ou du moins pris en compte. Elle fut peut-être impliquée dans ces discussions, poussée par le désir de limiter les dégâts ou de protéger certains intérêts, ou même de manipuler la situation à son avantage. Son rôle exact reste flou, mais il est certain qu'elle analysait les risques pour la réputation de la cour et pour la stabilité de la monarchie. Le roi Jacques, désireux de satisfaire son favori, exerçait une pression considérable sur les évêques et les juges pour qu'ils accordent l'annulation, malgré l'opposition de certains dignitaires ecclésiastiques. Anne, témoin de cette manipulation flagrante de la justice, ressentait un profond malaise face à la moralité ambiante, une impression que les valeurs et les principes étaient sacrifiés sur l'autel de la passion et de l'ambition. La cour était devenue un théâtre d'ombre, où les machinations secrètes se déroulaient sous le vernis de la bienséance. Le scandale de l'annulation n'était que le prélude à une tragédie bien plus sombre. Sir Thomas Overbury, poète et conseiller de Robert Carr, était un homme d'esprit vif et d'une loyauté féroce envers son ami. Il s'était opposé avec virulence au mariage de Carr avec Frances Howard. Overbury connaissait les secrets de Frances, sa réputation, et il craignait que cette union ne mène à la ruine de son ami et protecteur. Il avait tenté de dissuader Carr, d'ouvrir ses yeux sur la nature manipulatrice de Frances,
allant même jusqu'à rédiger un pamphlet acerbe sur la femme mariée, clairement dirigé contre elle. Cette opposition farouche scella son destin. Frances Howard, femme impitoyable et vindicative, ne pouvait tolérer une telle entrave à ses ambitions. Elle jura de se venger. En 1613, sur un prétexte fallacieux, orchestré par Carr et Frances avec l'accord tacite de Jacques Ier, Sir Thomas Overbury fut emprisonné à la Tour de Londres. L'accusation officielle était un refus de servir le roi en tant qu'ambassadeur en Russie, une mission que Carr l'avait délibérément poussé à refuser afin de le discréditer. L'emprisonnement d'Overbury fut un choc pour la cour. Les murmures commencèrent à circuler, des bruits d'une vengeance impitoyable ourdis dans l'ombre. Anne de Danemark, attentive au moindre frémissement de la cour, ressentit une inquiétude grandissante. Elle avait déjà vu des jeux de pouvoir se transformer en chasse aux sorcières, mais la cruauté de cette manœuvre la laissa perplexe. Elle connaissait Overbury comme un homme cultivé et intelligent, et son sort la troublait profondément. Un pressentiment de danger imminent s'installa. Elle voyait comment la passion et l'ambition démesurée pouvaient déchaîner des forces destructrices, et comment la justice pouvait être pervertie pour servir des intérêts personnels. Le roi, aveuglé par son affection pour Carr, semblait ignorer la gravité de la situation, ou du moins la minimiser. Anne, quant à elle, se sentait impuissante face à ces jeux de pouvoir qui menaçaient de corrompre l'âme même de la cour. La trahison de l'amitié, l'abus de pouvoir, tout cela créait une atmosphère oppressante, un prélude sombre à la tragédie qui allait bientôt se dérouler. Elle ne pouvait qu'observer, impuissante, le piège se refermer sur Sir Thomas Overbury, sans imaginer l'ampleur du scandale qui allait en découler et qui allait, par ricochet, venir effleurer sa propre réputation. Le silence des murs de la Tour de Londres semblait déjà porter les échos d'un crime à venir. Le silence de la Tour de Londres, cet antique geôlier de pierre, portait désormais le poids d'une mort suspecte. Alors que l'année 1613 s'étirait vers son terme, les murs froids et humides de la prison avaient accueilli Sir Thomas Overbury, puis, quelques mois plus tard, l'avaient rendu, inerte et sans vie. Officiellement, la fièvre ou la maladie avait emporté le poète et conseiller. Les médecins de la tour, des hommes au visage grave et aux gestes mesurés, avaient signé les certificats, leurs plumes traçant des mots rassurants sur la cause naturelle du décès. Pourtant, autour des cheminées crépitantes des palais et dans l'intimité feutrée des salons, les murmures étaient plus insistants, plus sombres. On parlait de teinture amère, de poudre étrange mêlée au vin, d'un empoisonnement lent et insidieux. Anne, dans les appartements royaux d'Hampton Court, ressentit une horreur dissimulée à l'annonce de cette mort trop opportune. Elle avait connu Overbury, cet esprit brillant et parfois trop franc. Elle se souvenait de son opposition véhémente au mariage de Carr et Frances Howard, une opposition qui lui avait valu la geôle. La rapidité avec laquelle il avait été réduit au silence la glaça. Le palais, d'ordinaire si vibrant de vie, semblait soudain peser d'un poids mortel. Chaque pas sur les parquets cirés, chaque conversation étouffée, chaque regard échangé entre courtisans portait l'écho de cette tragédie. Une chape de suspicion s'était abattue sur la cour, gelant les sourires et assombrissant les fêtes. Personne n'osait parler ouvertement, mais les silences étaient plus éloquents que 1000 mots. La peur des répercussions était palpable, une anxiété collective qui rongeait les cœurs. Anne, assise près de la fenêtre, le regard perdu dans le jardin d'hiver où les branches nues frissonnaient sous le vent, se sentait étrangère à cette justice bafouée, à cette ombre qui s'épaississait. Elle voyait la conspiration se dessiner, un monstre tapi dans les recoins les plus sombres de l'ambition humaine, et elle sentait une menace sourde planer sur l'équilibre fragile de son royaume. L'année 1614 vit les murmures se transformer en un cœur insistant, inéluctable. Les rumeurs d'empoisonnement, loin de s'éteindre avec les mois, persistèrent et s'intensifièrent, nourries par les interrogations persistantes et les indiscrétions des serviteurs et des geôliers de la tour. Le corps d'Overbury, exhumé à la hâte, avait révélé des signes troublants, des marques bleues et noires, des déformations que les médecins royaux peinaient à expliquer par une simple fièvre. L'attention se porta sur les complices potentiels, sur les petites mains qui auraient pu administrer les poisons, sur les intermédiaires qui avaient servi l'ambition dévorante de Frances Howard et la faiblesse de Robert Carr. Des noms commencèrent à circuler, Mrs. Turner, une entremetteuse au charme vénéneux, Franklin, un apothicaire obscur, Weston, le geôlier de la tour. Les premières tentatives d'étouffer l'affaire par des figures puissantes de la cour échouèrent misérablement. La vérité, comme une mauvaise herbe tenace, perçait sous le tapis des mensonges. Des voix, d'abord timides puis de plus en plus audibles, exigèrent une enquête approfondie. C'est dans ce climat de tension croissante que le nom de Sir Edward Coke, le Lord Chief Justice d'Angleterre, commença à être prononcé avec une gravité nouvelle. Coke était un homme d'une intégrité redoutable, un géant du droit, dont la rigueur et la détermination étaient légendaires. Il n'était pas homme à se laisser intimider par les puissants, ni à fermer les yeux sur l'injustice. Il commença à s'intéresser au dossier, ses yeux perçants scrutant chaque détail, son esprit méthodique démêlant l'écheveau complexe des témoignages. Anne, de son côté, observait ce début de quête de vérité avec une inquiétude mêlée d'un sombre espoir.
Elle avait senti la puanteur de la corruption, la déliquescence morale qui avait gangrené la cour autour de Car et de sa maîtresse. Elle redoutait les révélations, sachant que la chute des favoris pouvait éclabousser la couronne elle-même. Mais elle reconnaissait aussi, dans l'action de Coke, la promesse d'une justice, une purification nécessaire. La stabilité de la cour était en jeu, et avec elle, la réputation de son époux et de sa lignée. Chaque jour apportait son lot de nouvelles angoissantes, de rumeurs plus précises, et la tension montait, palpable comme l'électricité avant l'orage. Anne sentait que le danger était imminent, non seulement pour les coupables, mais pour l'élite tout entière, dont les liens avec les Somerset étaient parfois trop étroits pour ne pas être entachés. Puis vint l'année 1615, et avec elle, l'éclatement officiel du scandale, une détonation qui retentit dans tout le royaume. Les preuves, accumulées méticuleusement par Sir Edward Coke, devinrent irréfutables. L'empoisonnement de Sir Thomas Overbury n'était plus une rumeur, mais une réalité horrifiante, étayée par des témoignages concordants et des aveux arrachés aux complices mineurs. Les arrestations se succédèrent, d'abord Mrs. Turner, son visage marqué par la terreur, puis Franklin, l'apothicaire, et Weston, le geôlier, tous conduits à la Tour de Londres, cette fois comme accusés. Le choc fut immense à la cour. L'idée qu'un favori royal, le puissant Robert Carr, comte de Somerset, puisse être impliqué directement dans un meurtre, et pas n'importe lequel, un meurtre par empoisonnement, était presque inconcevable. Le scandale dépassait tout ce que la cour avait connu depuis des décennies. Les visages des courtisans étaient pétrifiés, leurs conversations se réduisant à des chuchotements effrayés. La trahison n'était pas seulement celle d'un homme envers son ami, mais celle d'une élite envers les principes mêmes de la justice et de l'honneur. Jacques Ier, le roi, fut pris dans une tourmente émotionnelle et politique sans précédent. Son affection pour Carr était profonde, presque paternelle. Il tenta désespérément de protéger son favori, de minimiser l'affaire, de chercher des échappatoires. Il le convoqua, le sermonna, tenta de le convaincre de plaider coupable pour obtenir une clémence. Mais la machine judiciaire, une fois lancée par Coke, était difficile à arrêter. L'arrestation de Robert Carr et de Frances Howard fut un événement d'une portée historique, un séisme qui ébranla les fondations de la monarchie. Le roi lui-même était contraint d'agir, son devoir surpassant son attachement personnel, mais la douleur de cette décision était visible sur son visage. Anne, témoin de ce tumulte, ressentit une stupeur profonde. Elle avait vu l'ascension de Carr, avait pressenti sa chute, mais jamais elle n'aurait imaginé une telle abomination. Le sentiment de trahison de la part de ses favoris, qui avaient abusé de la confiance royale et souillé la cour, la révoltait. Une anxiété sourde l'étreignait. L'implication directe d'un favori royal dans un meurtre par empoisonnement était une tache indélébile sur la couronne, une menace pour la légitimité même du pouvoir. Elle cherchait à se distancier, à protéger ses enfants de cette fange, mais elle savait que les yeux de tous étaient braqués sur la famille royale, attendant de voir comment elle allait gérer cette crise sans précédent. La révélation de la vérité, bien que nécessaire, avait ouvert une boîte de Pandore dont les effluves empoisonnés menaçaient de contaminer tout l'entourage royal. C'est au milieu de ce scandale retentissant, alors que l'année 1615 avançait, que des rumeurs insidieuses, des accusations indirectes, commencèrent à circuler, étrangement dirigées vers Anne de Danemark elle-même. Dans les salons feutrés où les courtisans se pressaient, les chuchotements prenaient la forme d'allégations d'échanges de « lettres intimes » avec un ennemi invisible. Le terme était vague, nébuleux, mais son intention malveillante était claire. Qui était cet « ennemi invisible » ? Un chef de faction politique opposé aux Somerset, cherchant à tirer profit de leur chute ? Un espion étranger ? Ou, plus simplement, une construction fantasmée, un épouvantail créé pour discréditer la reine, pour l'associer, même de loin, à la corruption et à la trahison qui rongeaient la cour. Anne, intelligente et perspicace, avait toujours navigué dans les eaux troubles de la politique avec une discrétion calculée. Elle avait ses propres réseaux d'information, ses propres confidents, ses propres moyens d'influencer les événements. Dans les coulisses, elle avait probablement tenté de comprendre l'ampleur du complot d'Overbury, cherchant peut-être à protéger certains individus menacés par les manigances des Somerset, ou à s'assurer que la justice suive son cours sans être entravée par les caprices du roi. Ces tentatives, aussi légitimes fussent-elles, étaient désormais interprétées de manière hostile par ses détracteurs, transformées en preuve d'une collusion secrète, d'une manipulation occulte. La paranoïa de la cour était à son comble. Chaque lettre, chaque rencontre discrète, chaque mot échangé était scruté, analysé, déformé. Les lettres intimes devinrent le symbole d'une influence cachée, d'une reine qui, sous des dehors raffinés, tirait les ficelles dans l'ombre. L'idée même qu'une reine puisse avoir des correspondances intimes avec un ennemi quel qu'il soit était une attaque directe contre sa loyauté envers le roi et la couronne. C'était une tentative de la peindre comme une intrigante dangereuse, une menace pour la stabilité. Anne ressentit une colère contenue face à ces calomnies. Elle avait toujours cherché à défendre sa dignité, à affirmer son rôle de reine consort, et voilà qu'elle était la cible d'une campagne de diffamation insidieuse. Le sentiment d'injustice était cuisant. Elle savait que ses actions, souvent guidées par la prudence et un sens aigu de la politique,
était délibérément tordue pour la dépeindre sous un jour sinistre. La frustration était immense, car elle se retrouvait prise au piège d'un jeu où les règles étaient invisibles et les accusations, indémontables. Comment se défendre contre un ennemi invisible et des lettres intimes dont l'existence même était une invention? Sa réputation était sous le microscope d'une cour avide de scandales, d'une opinion publique prompte à croire le pire. Les murmures empoisonnés glissaient dans les couloirs, se répandaient dans les rues de Londres, peignant le portrait d'une reine complexe, mystérieuse, potentiellement dangereuse. Anne, malgré sa force intérieure, se sentait vulnérable, cernée par les regards suspicieux et les jugements hâtifs. Elle avait le sentiment que la tempête d'Overbury, loin de se calmer, cherchait de nouvelles victimes, et qu'elle-même était devenue une cible de choix. Le danger n'était plus seulement pour les Somerset, mais pour l'intégrité de la famille royale, et pour la place qu'elle avait si durement conquise. Les mois de 1615 à 16 furent dominés par le théâtre judiciaire. Les procès des complices de l'affaire Overbury se déroulèrent avec une macabre efficacité. Dans la grande salle de Westminster, sous les regards sévères des juges et les murmures de la foule, les accusés défilèrent, leurs visages marqués par la peur et la résignation. Les témoignages s'accumulaient, accablants, révélant les détails sordides de l'empoisonnement, les potions administrées dans la nourriture et la boisson d'Overbury, les lettres de Frances Howard incitant au meurtre, la complicité des geôliers. Mrs. Turner, dans ses robes de soie jaune, fut condamnée à la pendaison, son exécution publique servant d'avertissement macabre à tous ceux qui oseraient défier la justice. Franklin et Weston suivirent, leur vie brisée par leur implication dans ce crime abominable. À chaque condamnation, la tension montait d'un cran. Les regards se tournaient inévitablement vers les véritables commanditaires, Robert Carr, comte de Somerset, et sa femme, Frances Howard. Leur procès était imminent, et il promettait d'être le plus spectaculaire et le plus lourd de conséquences. Le roi Jacques Ier, pris entre son devoir de justice et son affection pour son ancien favori, manœuvrait avec une angoisse visible. Il tentait par tous les moyens de minimiser les dégâts, d'éviter un procès public complet pour Carr, craignant les révélations explosives sur sa propre cour, sur les mœurs dissolues, les intrigues et les faiblesses qui pourraient émerger des témoignages. Il supplia Carr de plaider coupable, lui promettant la clémence, voulant à tout prix éviter que l'honneur de la couronne ne soit davantage souillé. Anne de Danemark, bien que non directement accusée, ressentait la pression, le danger insidieux d'être associée à un tel scandale. Chaque jour, elle était sous la surveillance constante des courtisans, des espions, des observateurs. Les murmures sur ses lettres intimes ne s'étaient pas éteints, ils persistaient, comme un venin lent, menaçant de la lier à la corruption qui avait englouti les Somerset. Elle se sentait prise au piège d'un complot plus vaste, d'une machine infernale qui, une fois lancée, menaçait d'écraser tout sur son passage. Son stress était intense, elle s'efforçait de maintenir une façade de sérénité, de dignité royale, mais à l'intérieur, elle bouillonnait. Elle passait des heures à réfléchir, à peser les alliances, à anticiper les mouvements de ses ennemis et de ses alliés. Elle était déterminée à protéger sa dignité, à préserver l'honneur de ses enfants, en particulier du jeune Charles, désormais prince de Galles, dont l'avenir était intrinsèquement lié à la réputation de la famille royale. Le spectacle de la justice, avec ses condamnations et ses exécutions, était un rappel brutal de la précarité du pouvoir et de la violence des passions humaines. Anne, plus que jamais, se sentait seule, naviguant dans une mer de requins, où chaque décision, chaque silence, chaque mot pouvait être interprété comme une trahison ou une preuve de culpabilité. La cour était devenue un champ de bataille invisible, et elle, la reine, était au centre de toutes les attentions, vulnérable aux coups bas et aux flèches empoisonnées des rumeurs. Les mois de 1615 à 1616 virent la cour se transformer en un amphithéâtre judiciaire, où le drame de l'affaire Overbury se jouait devant des regards avides et angoissés. Après les condamnations des complices de second rang, les projecteurs se braquèrent, inévitablement, sur les figures centrales de cette tragédie macabre, Frances Howard et Robert Carr. Leur procès, attendu avec une fébrilité morbide, allait décider du sort de l'un des couples les plus en vue de la cour Jacob et Anne. Dans la grande salle de Westminster Hall, drapée de tapisseries sombres et résonnant des palourdes des huissiers, Frances Howard fut la première à comparaître. Son visage, autrefois si ravissant et altier, était pâle et tiré, encadré par les voiles sombres de son deuil. L'air était lourd, saturé de l'odeur du bois ancien, de la sueur et de la peur. Quand elle prit la parole, sa voix, bien que faible, portait le poids d'une culpabilité écrasante. Elle avoua, elle reconnut avoir orchestré l'empoisonnement de Sir Thomas Overbury, avec l'aide de ses acolytes. Un frisson parcourut l'assemblée, la confession fut un choc, mais aussi une libération pour la cour, qui voyait enfin la vérité émerger des ténèbres des rumeurs. La sentence ne tarda pas, la mort. Mais dans un geste de clémence royale, teinté d'une volonté de ne pas trop éclabousser les grandes familles, Jacques Ier intervint. Frances Howard, comtesse de Somerset, fut graciée, sa peine commuée en emprisonnement. Quelques jours plus tard, ce fut au tour de Robert Carr, l'ancien favori du roi, de se tenir devant ses juges. Son allure, jadis si assurée, était maintenant celle d'un homme brisé,
le regard fuyant et l'épaule affaissée. Jacques Ier avait tout tenté pour le sauver, le pressant de plaider coupable en échange d'une promesse de pardon. Mais Carr, dans un ultime acte de défi ou de désespoir, refusa d'avouer pleinement sa complicité, préférant maintenir une posture de déni partiel. Malgré ses protestations, les preuves étaient accablantes. Il fut également reconnu coupable de meurtre. La foule retenait son souffle, attendant la sentence, anticipant la chute spectaculaire de cet homme qui avait régné sur l'affection royale. Et là encore, la main de Jacques Ier s'abattit, mais pour épargner. Robert Carr ne fut jamais exécuté. Il bénéficia d'une clémence qui, pour beaucoup, trahissait l'étendue de l'attachement du roi, mais qui laissait aussi un goût amer d'injustice sélective. Anne de Danemark, cloîtrée dans ses appartements, recevait les nouvelles par ses dames d'honneur, leur voix chuchotant les détails macabres des procès. Un soulagement mitigé l'envahit. Le scandale, du moins en surface, était clos. La justice, bien que boiteuse, avait été rendue. Mais une profonde désillusion l'étreignait. La clémence royale envers les Somerset, surtout Carr, laissait transparaître une duplicité qui rongeait la confiance en la justice divine et humaine. Elle se sentait lasse de ces jeux de pouvoir, de cette corruption qui semblait endémique, de ces faveurs accordées au détriment de l'équité. Elle observait, avec une acuité nouvelle, l'ascension fulgurante de Georges Villiers. Jeune homme d'une beauté éclatante, d'une intelligence vive et d'une ambition dévorante, il était apparu comme une étoile filante dans le ciel de la cour. Jacques Ier, toujours en quête d'un nouvel objet d'affection pour combler le vide laissé par la chute de Carr, avait rapidement jeté son dévolu sur lui. Villiers, avec son charme irrésistible, son esprit agile et sa capacité à plaire, supplantait l'ancien favori dans le cœur du roi avec une rapidité déconcertante. Anne voyait dans cette nouvelle dynamique la répétition d'un schéma familier, un cycle sans fin de favoritisme et d'intrigue. Elle ressentait une prudence instinctive face à ce nouveau venu, sachant que l'histoire avait une fâcheuse tendance à se répéter, et que la chute de Villiers, si elle devait arriver, serait tout aussi spectaculaire que celle de Carr. Le changement de garde à la cour n'était qu'un changement de visage, les mécanismes du pouvoir restaient les mêmes. L'année 1617 marqua pour Anne le début d'un lent retrait de la vie publique, une sorte de démission silencieuse face aux incessantes intrigues de la cour. Bien que son nom ait été associé aux rumeurs les plus insidieuses, elle avait échappé à toute implication directe dans l'affaire Overbury. Le scandale, cependant, avait laissé une marque indélébile sur elle, affaiblissant sa position politique et entachant la réputation de la cour. Elle emportait le poids, non pas comme une coupable, mais comme une victime collatérale. Ses appartements à Hampton Court devinrent son refuge, un sanctuaire où elle pouvait se soustraire aux regards inquisiteurs et aux chuchotements malveillants. L'air y était imprégné des doux parfums de ses peaux pourries et de l'encre fraîche de ses livres. Elle s'entourait de beauté, de sérénité. Les murs étaient ornés de toiles de maîtres flamands et italiens, des paysages sereins et des portraits majestueux qui contrastaient avec l'agitation du monde extérieur. Elle collectionnait avec passion les bijoux, les objets d'art, les tapisseries, trouvant dans la contemplation de ces merveilles un apaisement pour son esprit tourmenté. Chaque pièce était choisie avec soin, chaque arrangement pensé pour créer un havre de paix. Sa santé, déjà chancelante, commençait à décliner plus sérieusement. Des périodes de fatigue intense, des douleurs articulaires lancinantes et une toux persistante la clouaient souvent au lit. Les médecins, avec leurs remèdes souvent inefficaces et leurs saignées rituelles, ne parvenaient pas à endiguer le mal qui la rongeait. Les miroirs de ses chambres, autrefois témoins de ses toilettes somptueuses, reflétaient désormais une silhouette plus mince, un visage aux traits marqués par la fatigue et une pâleur croissante. Anne se retirait progressivement de la vie publique. Les bals masqués, les fêtes somptueuses qu'elle avait tant aimées, lui semblaient désormais lointains et dérisoires. Elle n'avait plus la force d'y participer, ni le cœur d'y trouver du plaisir. Elle se concentrait sur ses intérêts personnels, sur la lecture, la broderie fine, et la gestion de ses collections. C'était une manière de reprendre le contrôle, de retrouver une forme d'autonomie dans un monde qui lui échappait. Elle méditait sur les calomnies passées, sur ses lettres intimes, et cet ennemi invisible dont on l'avait accusée. Une amertume douce amère l'envahissait. Elle savait qu'elle était innocente des intentions malveillantes qu'on lui prêtait, mais elle comprenait la mécanique de la cour, cette soif insatiable de scandales et de boucs émissaires. Le sentiment d'injustice persistait, mais il était désormais teinté de fatalisme. La fatigue des intrigues avait eu raison de sa combativité politique. Elle cherchait désormais la sérénité, l'acceptation d'un rôle plus discret, loin des feux de la rampe. Sa vie avait été une succession de devoirs et de contraintes, et elle aspirait maintenant à une paix intérieure, à la contemplation de la beauté, et à la chaleur discrète de l'affection de ses enfants. Elle avait planté ses graines culturelles, et elle espérait que son héritage artistique serait plus durable que les éphémères intrigues de cour. L'année 1618 vit le déclin de la reine Anne s'accentuer, implacable et visible pour tous. Son corps, autrefois si gracieux, était désormais miné par des maladies chroniques, vraisemblablement l'hydropésie, qui faisait gonfler ses membres et rendait chaque mouvement douloureux.
L'air dans ses appartements, malgré les essences florales et les parfums d'ambre, était lourd, imprégné de l'odeur des remèdes amers et de la chaleur des pots de chambre. Les tentures de velours épais, qui filtraient la lumière du jour, créaient une atmosphère de pénombre constante, comme si le monde extérieur, avec sa vitalité tapageuse, était devenu une agression. Ces apparitions publiques, jadis fréquentes et éclatantes, devinrent rares, puis inexistantes. La reine, qui avait été le soleil de la mode et le moteur des masques, se retirait derrière les murs de son palais, ne laissant derrière elle qu'un vide mélancolique. Les courtisans, habitués à son panache, chuchotaient sur son état, leur curiosité mêlée d'une certaine gêne. Les médecins, impuissants, ne pouvaient qu'alléger ses souffrances avec des opiacés et des tisanes, observant son languissement vers l'inéluctable. Le son des pas dans les couloirs était feutré, les conversations se faisaient à voix basse, comme si le palais tout entier retenait son souffle, attendant la fin. Dans cette période de fragilité extrême, un événement vint briser la monotonie du déclin, la visite de son frère, Christian IV, roi de Danemark et de Norvège. Son arrivée fut une bouffée d'air frais, un écho lointain de son enfance à Skanderborg. Les rires bruyants de Christian, son franc-parler, sa stature imposante remplirent les pièces de son souvenir d'une vie passée, d'une famille aimante et d'un royaume où elle n'était pas une étrangère. Leur rencontre fut empreinte d'une tendresse profonde, d'une intimité familiale que la cour anglaise n'avait jamais vraiment comprise. Christian, qui l'aimait sincèrement, la trouva affaiblie, son visage émacié, mais son esprit toujours vif. Ils parlèrent de leur jeunesse, des hivers danois, de leur mère Sophie, et des nouvelles de Copenhague. Ces moments, volés à la maladie, furent un baume pour l'âme d'Anne. Le soutien de son frère, sa présence réconfortante, lui rappela qu'elle n'était pas seule, que des liens indéfectibles la reliaient à son pays natal, à son sang, à une histoire qui lui était propre. C'était un adieu silencieux, une dernière connexion avec les racines de son être, avant qu'elle ne s'enfonce plus profondément dans le mystère de la maladie. La présence de Christian fut comme une dernière lueur chaude avant que le crépuscule ne s'épaississe. Enfin, l'année 1619 acheva son œuvre. Le 2 mars, dans les appartements royaux du palais de Hampton Court, Anne de Danemark rendit son dernier soupir. L'air était froid, même à l'intérieur, et l'odeur persistante des remèdes se mêlait à celle de la cire des chandelles qui brûlaient bas. Son corps, épuisé par des années de souffrance, trouva enfin le repos. Elle s'éteignit dans le silence de la nuit, entourée de ses dames d'honneur les plus fidèles et de ses médecins impuissants. Le palais, d'ordinaire si animé, fut plongé dans un silence respectueux, lourd de chagrin et de la conscience d'une perte irréparable. La nouvelle de son décès se répandit comme une traînée de poudre, drapant le royaume dans un deuil solennel. Les cloches des églises sonnèrent le glas, et les drapeaux furent mis en berne. Les funérailles royales furent à la hauteur de son rang, un spectacle de faste et de majesté, célébré à l'abbaye de Westminster. Le cortège funèbre, long et imposant, traversa les rues de Londres, suivi par des milliers de sujets venus rendre un dernier hommage à leur reine. Les chevaux étaient caparaçonnés de noir, les bannières flottaient bas, et la musique funèbre résonnait sous le ciel gris de Londres. Les ecclésiastiques, dans leurs habits sombres, psalmodiaient les prières, et le cercueil, richement orné, fut déposé dans l'allée des rois, aux côtés de ceux qui l'avaient précédé. Cependant, un détail marqua les esprits et alimenta les conversations discrètes, l'absence notable de Jacques Ier. Le roi, affligé par sa propre maladie et une profonde mélancolie, ne put assister aux obsèques de son épouse. Son absence, bien que justifiée par son état de santé, fut perçue par certains comme le reflet d'une relation complexe, souvent tendue, entre les deux monarques. La mort d'Anne marqua la fin d'une ère pour la cour des Stuart. Elle laissait un vide immense, non seulement pour ses enfants, mais aussi pour le monde artistique et culturel qu'elle avait tant soutenu. Ses fils, Charles, désormais prince de Galles et héritier du trône, et sa fille Élisabeth, reine de Bohême, pleurèrent leur mère avec une sincérité profonde. Pour Charles, la perte de sa mère, quelques années seulement après celle de son frère aîné, renforça son caractère réservé et le prépara, à sa manière, au poids écrasant de la couronne. Anne, la reine brillante et cultivée, avait disparu, emportant avec elle une part de la lumière et de l'élégance qu'elle avait apportée à la cour anglaise. Son départ fut le point final d'un chapitre, annonçant l'aube d'une nouvelle époque, incertaine et pleine de défis. Au-delà du tumulte de sa vie et des intrigues de la cour Jacob et Anne, l'héritage d'Anne de Danemark s'est lentement réévalué à travers les siècles. Longtemps perçue par ses contemporains, et par certains historiens, comme une figure frivole, une reine dépensière et parfois intrigante, son rôle et son influence ont été revisités par une historiographie plus nuancée. Ce n'était pas une reine potiche, mais une femme d'une intelligence aiguisée, dont la force résidait souvent dans sa discrétion et sa capacité à manœuvrer dans les coulisses du pouvoir. Sa passion pour l'art et la culture est aujourd'hui reconnue comme une contribution majeure à l'éclat de la cour Stuart. Elle fut une mécène éclairée, dont le patronage des masques, du théâtre, de la musique et des arts visuels transforma le paysage culturel anglais. Les œuvres commandées par Anne, les artistes qu'elle soutint, ont laissé une empreinte indélébile sur l'esthétique de l'époque.
Elle a apporté à l'Angleterre le raffinement des cours continentales, enrichissant une tradition artistique qui allait s'épanouir sous ses successeurs. Quant aux « lettres intimes » et à l'ennemi invisible, ces murmures malveillants qui avaient entaché sa réputation au moment du scandale Overbury, l'analyse moderne les interprète souvent comme des manifestations de l'anxiété profonde qui rongeait la cour des Stuart. Dans un climat de suspicion généralisée, où les favoris tombaient aussi vite qu'ils montaient, où la ligne entre loyauté et trahison était souvent floue, toute figure de pouvoir féminine et indépendante était potentiellement une menace. Les allégations de correspondance secrète étaient un moyen commode de discréditer une reine qui, par sa culture, son réseau familial européen et son désir d'influence, dépassait le rôle purement domestique que certains auraient voulu lui assigner. Ces rumeurs étaient moins le reflet d'une culpabilité réelle que celui d'une tentative de contrôler, de limiter, voire de salir une reine puissante dont l'intelligence et la détermination étaient souvent sous-estimées. Anne de Danemark fut une actrice politique discrète mais déterminée, une femme qui, malgré les deuils et les intrigues, parvint à laisser une marque durable. Sa vie fut une quête constante d'autonomie et de reconnaissance, un chemin semé d'embûches, mais parcouru avec une résilience remarquable. Sa réhabilitation posthume la présente non pas comme une simple épouse royale, mais comme une figure complexe et fascinante, dont l'importance culturelle et politique mérite d'être pleinement reconnue. Elle fut la reine qui apporta le faste et l'art à une cour en transition, une femme qui, même dans l'ombre des scandales, sut préserver sa dignité et son sens du devoir, laissant derrière elle un héritage bien plus riche et profond que les chuchotements de ses détracteurs. La compréhension nuancée de sa vie nous rappelle la complexité des existences royales, prises entre les attentes publiques, les devoirs dynastiques et les aspirations personnelles, dans un monde en constante mutation.